Bonjour, c'est Amidoul du blog lessuperentrepreneurs.com, blog sur lequel je partage des conseils et ressources pour les entrepreneurs, mais également des conseils et des ressources pour les professionnels qui veulent lancer un nouveau produit, un nouveau service dans une organisation existante. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir deux invités pour cette interview, qui sont donc l'équipe Éclosion, donc Christelle et Yves. Bonjour Christelle, Bonjour. 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 Donc, on a eu la chance récemment, donc j'ai pu participer comme membre du jury via l'organisation pour laquelle je travaille dans un des derniers climatons que vous avez organisé en partenariat avec Impact Hub. Et j'étais super intéressé par rapport au format que vous avez proposé. Donc, c'est un format qui est basé sur la méthodologie Design Fiction. Et puis, voilà, j'ai vu pas mal d'éléments que vous avez partagés sur LinkedIn également. Et j'ai très envie de vous interviewer sur cette approche Design Fiction, mais également sur l'approche, tout ce qu'on appelle par l'entrepreneuriat social. Alors, je vais commencer peut-être d'abord de vous demander de vous présenter, simplement pour les gens qui ne vous connaîtraient pas. Vous présenter par rapport à qui vous êtes. Peut-être on va commencer par Christelle. Volontiers. Donc, mon nom est Christelle Giraud. Je travaille chez Éclosion depuis 2016. Avant ça, j'ai travaillé 14 ans dans un tout autre domaine qui était donc la gestion de fortune. Et en 2015, j'ai commencé une formation de conseillère en environnement qui m'a fait croiser la route de Yves en 2016. Et depuis, on travaille tous les deux sur différents projets au sein d'Éclosion. Donc, notre travail, c'est notamment d'accompagner des entités publiques, mais également des entreprises à l'ère de cette transition écologique autour de trois axes de travail. Voilà pour ce qui me concerne. Merci. Et donc, je m'appelle Yves. J'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine de la durabilité et puis une quinzaine dans le domaine de l'entrepreneuriat avec la création d'une première société qui s'appelle Quantis, dans laquelle j'ai passé environ 10 ans et qui est active dans le domaine de l'empreinte environnementale, ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie ou les éco-bilans. Et puis depuis 5-6 ans maintenant chez Éclosion. Et donc j'ai passé beaucoup de temps dans je dirais dans la création de nouveaux services, de nouveaux produits, toujours avec une vision très orientée durabilité et en particulier environnement. Et puis justement, j'aimerais commencer par ce que pour moi représente l'entrepreneuriat social. Donc, je suis allé chercher le livre hier soir et puis j'ai retrouvé l'extrait justement que je trouvais assez intéressant dans ce livre. Et j'aimerais vous le lire et ensuite vous poser la question, ce que représente l'entrepreneuriat social pour vous. Est-ce que ça vous va? Avec plaisir. Parfait. Donc c'est comme je disais, c'est le livre de Mohamed Yunus, qui est donc qui a donc été prix Nobel de la paix pour la création de la Green Bank, qui est fait par le fondateur de tout ce qui est microcrédit. C'est le livre Vers un monde sans pauvreté. Alors, si nous considérons comme les passagers de ce vaisseau spatial, nommé la Terre, il est clair que nous allons à la dérive, sans pilote ni plan de route, embarqués dans un voyage sans but. Mais si nous parvenons à nous convaincre que nous formons l'équipage de ce vaisseau et que nous avons pour mission de le conduire vers une destination socio-économique déterminée, alors nous n'aurons plus qu'à suivre le cap. Tant bien que mal, même si nous faisons des erreurs de parcours, ou si nous devons effectuer certains détours pour arriver au but. En 2020, donc c'est un livre qui a été écrit en 97. Moi, je suis tombé dessus complètement par hasard en 2001, comme ça. Et puis il dit, donc, mais du coup, on fait un lien aussi avec tout ce qui est design fiction et prospective, donc, parce qu'on va parler dans la deuxième partie de l'interview. En 2050, j'aimerais que le monde soit enfin sorti de la pauvreté. Plus un seul être humain sur cette planète ne pourra alors être qualifié de pauvre. Le mot pauvreté n'aura plus
aucune signification, mais seulement un intérêt historique. La pauvreté sera reléguée dans les musées, elle n'aura plus sa place dans le monde civilisé. Lorsque les écoliers visiteront ces musées, ils seront horrifiés de voir la misère et l'indignité des êtres humains qui les ont précédés. Ils reprocheront à leurs aînés d'avoir toléré la persistance d'un tel fléau, à une telle échelle jusqu'au début du XXIe siècle. J'ai toujours eu la certitude qu'éliminer la pauvreté de la planète était davantage une affaire de volonté que de moyens financiers. Aujourd'hui encore, nous ne prêtons pas suffisamment attention à ce problème, sans doute parce que nous ne sommes pas impliqués en tant qu'individus. Nous ne sommes pas pauvres pour ne pas se sentir concernés. Il suffit d'affirmer que pour s'en sortir, les pauvres n'ont qu'à travailler. La charité, de son côté, ne résout rien. Elle ne fait que perpétuer la pauvreté, en retirant aux pauvres toute initiative. Elle nous permet de continuer à vivre nos vies tranquillement, sans nous soucier de celles des autres. La vraie solution consiste à permettre à tous de lutter à armes égales en assurant une véritable égalité de chance. Voilà, c'est l'extrait que je voulais vous lire. Et volontairement, je suis sorti un peu de la durabilité pour avoir quelque part votre avis, on va dire, un peu plus global sur l'entrepreneuriat social, hein, qui finalement, tout ce qui est écologique rentre dans cet aspect-là, mais également tous les aspects, tous les autres aspects en fait qui concernent la durabilité. Alors, maintenant, j'aimerais vous poser une question. C'est qu'est-ce que pour vous représente l'entrepreneuriat social? Peut-être on va commencer par Yves. Oui. Alors c'est une bonne question. J'ai tendance à penser que en fait n'importe quel entrepreneur va a priori et avant tout monter son projet parce qu'il pense que son projet va amener quelque chose à quelqu'un. Et je pense pas, c'est peut-être faux dans une certaine mesure, que quelqu'un qui pense et qui veut avoir du succès en aura en faisant de l'entrepreneuriat. Et donc je pense que quelqu'un se lance et que le projet il est intéressant avant tout parce que la personne qui le lance pense répondre à un besoin de quelqu'un quelque part. Donc après on peut se poser la question en partant de là. Qu'est-ce qui est de l'entrepreneuriat social et qu'est-ce qui ne l'est pas et où on va mettre une frontière. Pour moi, c'est clair qu'il y a des projets qui se lancent dont personnellement je vois pas l'intérêt, que je ne qualifierais pas de projet d'entrepreneuriat social. Pour autant, la personne qui le lance, elle pense vraiment répondre à un besoin de quelqu'un et à rendre en fait le monde meilleur. Donc, je pense que la plupart des entrepreneurs lancent leur projet avec cette idée-là en tête. Après, pour moi, on va parler d'entrepreneuriat social quand on va mettre l'intérêt de la communauté avant son propre intérêt. Quand on va avoir une mission pour son entreprise qui met en avant le côté environnemental ou le côté social de manière très forte. Mais j'aurais tendance à dire, on va un petit peu avoir tout le panel entre quelqu'un qui va peut-être faire ça avec une vision qui est très orientée sur son succès et sur gagner de l'argent, et puis la personne qui de l'autre côté est proche d'une association, est proche d'une ONG dans sa mission. Puis on peut avoir un peu tout le panel entre les deux. Pour moi, ça veut vraiment dire, et c'est dans ce but qu'on a créé Éclosion, c'est d'avoir une mission qui a un côté amener quelque chose à la société en créant son entreprise. Et ça doit être, je dirais, formalisé, ça doit être défini et ça doit être un peu réfléchi. Il y a aussi pas mal de fausses bonnes idées. Voilà. Et donc c'est à partir de là que je mettrai ma définition. C'est d'avoir suffisamment pensé à la mission de son entreprise pour que l'entreprise amène
quelque chose de positif à la société. Oui, moi, je veux bien rajouter un petit complément. Vous avez parlé, en effet, Amidoul et Yves, de cette finalité qui doit être sociale, environnementale. Et puis Yves a ensuite mis le doigt sur cette mission. Et en effet, moi, je pense aussi que les entreprises, elles doivent faire partie d'une solution qui doit être résolue pour atténuer certains enjeux, tels que ici, en tout cas dans ce qui nous concerne, les enjeux environnementaux. Mais c'est important que l'entreprise aussi se remette en question et puis définisse justement ses enjeux et pas seulement pense aux services ou aux produits qu'elle vend ou qu'elle propose, mais que dans son fonctionnement même, il y ait toute une série de règles justement de buts et d'objectifs qui soient mis en place pour dans un but justement pour les collaborateurs, mais aussi pour la communauté, pour ses clients, ses propres clients, et pas seulement sur le produit ou le service. Ok, merci. Alors, moi, je vais rebondir sur quelque chose, c'est que justement, moi, la réflexion que je me faisais hier en lisant ce paragraphe et puis en réfléchissant à cette interview, c'est que c'est exactement ce qu'a dit Yves au début, c'est que finalement, tous les entrepreneurs veulent changer le monde. Ils veulent améliorer la vie des gens. Donc, finalement, en 2 secondes, je me suis dit, finalement, tous les entrepreneurs sont des entrepreneurs sociaux. Et du coup, justement, vous avez dit quelque chose Yves, qui a attisé ma curiosité, c'est quoi ces mauvaises idées en fait? Vous avez parlé, donc il y a certaines idées qui sont mauvaises. Vous pensez à quoi? Oui, bon, c'est toujours compliqué. Elles sont mauvaises dans mon esprit, elles ne sont pas forcément pour d'autres. Et donc c'est bien un des enjeux auxquels on est confronté. Je sais pas, pour moi, quand on vend je donne un exemple parmi d'autres, quand on vend des sonneries de téléphone portable, voilà, pourquoi pas. Mais je dirais que la contribution qu'on a au bien-être sociétal est peut-être limitée par rapport à d'autres. Après, le problème auquel on est confronté, c'est qu'en fait, la plupart des projets qu'on va faire vont probablement faire du bien à à quelqu'un. Ils peuvent faire du bien au détriment d'autres personnes. Ça, c'est un élément qui est assez présent et donc il suffit pas de vouloir améliorer quelque chose. Il faut s'assurer que la manière dont on le fait ne va pas engendrer des conséquences négatives. Ça, je pense que ce qu'on a pu remarquer ces 20, 30, 40 dernières années, c'est qu'on a toujours essayé d'innover, de faire des choses nouvelles, etc. pour le bien-être de l'humanité. On s'est concentré dans un premier temps sur l'être humain. Et puis on se rend compte depuis un certain nombre d'années que ça a été fait au détriment soit d'autres êtres humains, soit du reste de la planète, et que au final, ça va avoir un effet négatif global sur tout le monde. Donc on essaie de faire des choses positives pour quelqu'un, et puis on se rend compte qu'on a ce qu'on appelle des externalités qui peuvent être négatives. Et je pense que c'est toute la complexité. C'est que rarement quelqu'un, là aussi il y a des exceptions, fait quelque chose pour faire du mal aux autres. Donc la plupart du temps, on va faire quelque chose, on va lancer un projet, etc., parce qu'on pense faire du bien. Mais on peut, si on n'y réfléchit pas, on peut avoir des externalités qui sont négatives. Et puis une des problématiques actuelles, c'est que le système étant particulièrement complexe, on a parfois de la peine à comprendre quelles sont les externalités qu'on est susceptible d'engendrer et qui peuvent être difficilement compréhensibles. Donc c'est là que je poserais je dirais la limite et la complexité. C'est que en fait on va être dans un système et dont on peut avoir de la peine à comprendre certains effets indirects. D'accord. Et puis après, il y a peut-être un autre élément qui est la dérive dans un certain nombre de cas de certaines bonnes idées. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on est dans un système où on va quand même, toutes les entreprises, pour des raisons qui sont compréhensibles, ne mettent pas en avant leur mission de manière très forte. C'est-à-dire qu'elles ont d'autres contraintes
et notamment de versement de dividendes, de bénéfices, etc., de compétition entre elles, qui font là aussi qu'on observe un certain nombre de dérives. Donc c'est le système comme ça qui engendre un certain nombre de dérives, et c'est une réflexion un peu plus globale qu'on doit se poser. D'accord. Est-ce que justement, est-ce que vous pourrez présenter Éclosion, quelle est sa mission, son rôle dans ce contexte que vous venez de présenter? Oui, volontiers. Moi, je peux peut-être un petit peu parler de l'historique et du pourquoi, puis après, je peux laisser la parole à Christelle pour présenter un petit peu ce qu'on fait. Mais le point de départ d'Éclosion, pour moi, c'était de travailler sur la transition par l'entrepreneuriat. Donc, je me retrouve pas mal, en fait, dans ce qui a été dit, enfin, ce que vous avez dit au départ, et puis, et puis le texte qui a été dit et la mission que s'était donnée Humus sur le microcrédit pour répondre à une problématique qui était la pauvreté, donc répondre à la pauvreté par l'entrepreneuriat. Moi, mon objectif, c'était de répondre à la question de la transition par l'entrepreneuriat, et je reste convaincu que pour y arriver, il faut que beaucoup de monde, à beaucoup d'endroits, se lance dans des nouveaux projets, et que ce soit des personnes qui soient dans des organisations ou extérieures à des organisations, et qu'ils le fassent dans une sphère publique, privée, etc. Donc, l'objectif en lançant Éclosion était de pouvoir favoriser l'entrepreneuriat avec un objectif de transition écologique, environnementale. Et donc, c'est cette idée au départ qu'on a voulu lancer. Et puis, Christelle, je laisse peut-être présenter comment on l'a formalisé maintenant après quelques années. Oui, volontiers. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Éclosion a comme mission d'accompagner des organisations, des territoires, mais également des entreprises à l'ère de cette transition écologique. Notre idée, c'est de travailler autour de 3 axes. C'est un peu cet aspect de prospective, de décoder les tendances, de comprendre les défis, d'analyser tout ça, également d'imaginer un peu le futur. Ensuite, peut-être un deuxième axe de travail, on sera sur catalyser l'engagement, catalyser le changement, faire évoluer des pratiques professionnelles, par exemple, au sein d'entreprises, mais aussi à stimuler l'engagement, des changements de comportement au sein de la population, des citoyens. Et puis, un troisième axe de travail est ici beaucoup plus sur cet aspect entrepreneurial, puisque l'idée, c'est quand même aussi de développer des nouveaux services, des nouveaux produits, et puis pour répondre justement à une certaine évolution de la société, de consommation, de l'évolution des marchés. Et donc ça, on est plus sur cette co-construction de nouveaux projets. Donc voilà un petit peu ces 3 axes de travail sur lesquels Éclosion travaille. Donc oui, nous sommes à l'extérieur, Yves l'a dit, hein, c'est important de pouvoir interagir ou intervenir, que ça soit d'une manière externe, mais on peut aussi le faire quand on travaille dans un grand groupe, dans une grande société, ou alors peut-être à titre personnel de s'investir au sein d'associations ou au niveau politique, au sein de la politique locale. Enfin, il y a énormément de choses qu'on peut faire. On peut impulser ce changement, cette transition par différents projets et différentes. Voilà, il y a une possibilité d'être force de proposition aussi là-dedans. Donc, il y a différentes manières de le faire et d'impulser ces changements et pour accélérer cette transition-là. Comment vous fonctionnez? On va dire. Moi, si je retire deux exemples, hein, on va dire, c'est accompagner la transition écologique via l'entrepreneuriat, comme a dit Yves, un peu comme Mohamed Yunus qui était pour vaincre la pauvreté via l'entrepreneuriat. Là, c'est combattre les problèmes écologiques via l'entrepreneuriat. Comment est-ce que vous fonctionnez dans ces deux contextes? Soit dans un contexte accompagner un entrepreneur et dans le contexte accompagner justement un professionnel qui travaille dans une grande organisation qui aimerait c'est pas juste prendre en considération les aspects écologiques dans son projet, mais c'est plutôt carrément de contribuer, on va dire, d'avoir un impact social et écologique via son projet. Comment est-ce que vous accompagnez
quelqu'un dans ces deux contextes différents? Bon, il y a beaucoup de manières différentes de le faire. Je vais peut-être prendre deux exemples pour un petit peu le montrer. Au niveau des entrepreneurs ou plutôt du citoyen, on va avoir un certain nombre de projets sur lesquels on travaille. Ça fera peut-être la transition avec le climaton, qui permettent à des personnes de s'engager dans des nouveaux projets. Donc, Climaton, c'est un hackathon sur la thématique du climat. Donc, un citoyen vient pendant 24 heures, réfléchit à une idée en groupe avec des gens qu'il connaît, qu'il ne connaît pas. Et il a la possibilité ensuite de continuer à travailler sur cette idée. Donc, voilà, ça c'est un exemple. On peut imaginer le même type de processus au sein d'une organisation, au sein d'une école, au sein d'une plus grande entreprise. Et ça donne la possibilité où ça offre l'opportunité à une personne de s'engager par rapport à un thème qui l'intéresse, qui le motive. Ensuite, après, il y a plein de manières de l'accompagner une fois que l'idée a été mise en place par des systèmes d'incubateurs, de coaching, de suivi, de travailler avec, etc. Pour une entreprise, on va dire que il y a trois aspects pour revenir sur les trois domaines d'activité d'éclosion. Il y a un côté comprendre en fait en quoi est-ce que ces enjeux environnementaux vont avoir des conséquences sur le monde économique. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on fait assez peu. Et on pense que ça, c'est assez alors personnel, et puis je pense que c'est partagé au sein d'Éclosion, qu'en fait, ces enjeux environnementaux, ils vont avoir un certain nombre de conséquences qui vont être relativement importantes sur le monde économique, dans les 3, 5, 10, 15 ans à venir. Et donc, c'est aider le chef d'entreprise à se poser la question, à faire un peu de prospective et de se dire quels pourraient être ces impacts, est-ce qu'ils vont être importants, et puis comment est-ce que je m'y prépare. Et donc ça, c'est la première étape. La deuxième partie, c'est que ça nécessite souvent des réflexions sur ces produits et sur ce qu'ils vendent, et se poser la question comment est-ce que je peux faire évoluer le produit ou ce que je vends maintenant ou à moyen terme. Et puis la troisième partie, c'est que ça va aussi nécessiter des changements de pratique ou des changements de comportement au sein de l'entreprise en question. Et donc, comment est-ce qu'on va engager les employés, le personnel, etc., dans ces changements-là. Et ça peut être des changements qui peuvent être assez fondamentaux pour certaines entreprises. Voilà, donc c'est de cette manière qu'on va les accompagner. Est-ce que vous pourrez donner un exemple dans un des deux cas de transformation, on va dire, d'un entrepreneur, par exemple, de comment est-ce que vous l'avez accompagné, ou autre, ou dans le cadre d'une entreprise, comme vous voulez? Alors, on peut peut-être prendre l'exemple des climatons avec certains des projets qui se sont concrétisés. Et puis là, on a peut-être deux exemples différents. Un qui peut concerner une entreprise, et puis un autre qui peut concerner des personnes privées. Donc, je crois que vous avez reçu Mathieu Manet d'ETL aussi donc Mathieu a participé avec l'ETL et avec certains de leurs partenaires. Il y avait coca.ch, il y avait les étudiants du master Inoptique au premier climaton qu'on a fait à Lausanne pour essayer de développer un projet. Et donc le projet, c'était la livraison communautaire via les transports publics. Donc le défi, c'était sur la logistique urbaine. Comment faire en sorte qu'on ait moins, on va dire, de camions en ville qui vont livrer, par exemple, acheminer des produits, que ce soit à des particuliers ou à des magasins. Et l'idée des TL et de leurs partenaires a été de travailler sur utiliser le réseau de transport public pour faire la livraison de colis. Et donc ça, c'est ce qu'ils ont pu développer dans le cadre du climaton. Ça a été poursuivi après par Mathieu et son équipe avec un proof of concept qui a été lancé, et avec la volonté ensuite de pouvoir lancer une nouvelle activité.
on va dire une sorte de spin-off des TL sur ce thème. Je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui fonctionne, enfin qui fonctionne dans le sens qui réussisse, mais c'est pour montrer un petit peu le processus qui a eu lieu et qui a permis, via le climaton, à une entreprise de développer une nouvelle idée, de la tester et éventuellement de pouvoir ensuite la mettre sur le marché. Intéressant, intéressant. Ouais, écoutez, alors, j'étais au courant du projet avec la startup, qui était une collaboration avec une startup, Best Mind, voilà. Et je savais pas en fait que vous avez participé également à ce projet-là. Et du coup, c'est un exemple qui est très intéressant. Alors, comment comment est-ce que vous avez aidé, on va dire, à faire éclore cette idée et ce concept? Alors, dans ce cadre-là, nous, c'est une opportunité justement on va dire, de développer l'approche et l'accompagnement que vous proposez. Dans ce cadre-là, ce qu'on a fait, ça s'est assez limité à mettre à disposition l'infrastructure du climaton pour que les TL aient des partenaires. Donc là, on a pris les TL, mais ça pourrait être n'importe quelle entreprise ait des partenaires clients, fournisseurs ou autres, participent au climaton et se mettent en fait dans un état d'esprit différent pour pouvoir inventer des choses qui sont nouvelles. Et dans ce cas-là, c'est la seule contribution qu'on a eue, puisqu'après, ensuite, ils ont développé le projet par eux-mêmes. Ce qu'on pourrait faire dans un autre cas de figure, c'est ensuite les accompagner sur la mise en place de cette idée, parce que souvent, dans le cadre d'un hackathon, ben, les participants viennent, ils travaillent pendant 24 heures, puis ensuite, tout le monde retourne à ses occupations habituelles. Et on sait toute la difficulté de pouvoir lancer des nouveaux projets rien que parce que le quotidien nous absorbe et nous laisse peu de temps. Donc là, après, on peut prendre un rôle qui est plus de faire en sorte que le projet continue et avance en aidant, en ayant une vision extérieure, en faisant une partie du travail, etc. Ou jusqu'à aller à lancer le projet et à prendre un lead projet pour l'entreprise pour assurer ce démarrage. Donc ça, c'est je dirais que c'est la manière dont on peut travailler. Puis ça va vraiment d'un extrême qui est l'entreprise vient au climaton, a son idée, repart et poursuit son idée seule. À l'autre extrême qui est l'entreprise vient, elle a son idée, puis elle n'a pas le temps ensuite de poursuivre cette idée. Et nous, on va prendre le lead sur ce projet pour eux. Et ça, c'est les deux extrêmes qu'on peut imaginer. Oui, et puis peut-être pour rajouter aussi, en effet, il y a deux aspects, hein, deux types si on reprend le climaton, qui est quand même en effet une plateforme qui n'est pas, qui peut être une plateforme numérique, mais ce que nous on aimerait recréer, enfin mettre à disposition, c'est justement cette infrastructure qui va permettre aux gens qui travaillent dans des entreprises ou des individus, des citoyens, de pouvoir collaborer ensemble et de co-créer ensemble. Nous, on va donner des outils, une infrastructure spécifique. Alors, Genève, l'année dernière, fin de l'année, on a testé l'infrastructure numérique qui a très bien fonctionné, mais ça peut être aussi des infrastructures physiques sur 24 heures et qui permet justement aux gens, à des gens qui ne se connaissent pas nécessairement, de travailler et de chercher une idée. Donc là, on aura peut-être plus une méthodologie pour accompagner l'émergence de nouvelles idées, co-créer de nouvelles solutions. Et puis, on a également cet autre aspect, cet autre type de défi qui sera plus de co-construire, de co-écrire des récits pour des futurs durables. Donc, deux types de comment dire, de défis qu'on peut mettre qu'on peut justement aux participants des climatons. Mais pour nous, c'est important d'avoir ce type de plateforme de co-création où des nouveaux récits, de nouvelles idées peuvent émerger. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes tous les deux des entrepreneurs sociaux? Pour moi, oui, complètement. Maintenant, voilà, ce blog s'adresse pas mal à des gens qui démarrent hein, dans l'entrepreneuriat. Comment est-ce qu'on devient entrepreneur social? Est-ce qu'on devient entrepreneur social déjà?
Je pense qu'on le devient parce qu'on a vu aussi dans le cas des climatons des personnes qui sont venus pour 24 heures et puis qui se retrouvent maintenant à créer une nouvelle activité à plusieurs et qui deviennent des entrepreneurs sociaux. Donc je pense que oui, après les personnes ont plus ou moins envie de prendre des risques, ont plus ou moins envie de se lancer dans des nouvelles choses, mais tout le monde a un petit peu ce côté, enfin tout le monde pas forcément, mais disons monter n'importe quel type de projet, s'investir dans une association ou n'importe quoi, c'est chaque fois un petit peu quelque part de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est se lancer dans quelque chose de nouveau, créer son projet et puis réussir à le faire aboutir. Et ça peut être une toute petite chose, comme ça peut être quelque chose de beaucoup plus important. Et je pense que c'est pas forcément uniquement la personne qui va décider si ça devient grand ou pas. Quand on a démarré Quantis, on avait une vision d'entreprise à 10 ou 15 personnes après un certain nombre d'années, et puis c'était un peu la vision finale et l'objectif final. Et je pense que maintenant la société à fin d'année là, elle va être à 200 personnes. Donc on a on est parfois un peu rattrapé par un succès ou pas, et ça dépend de nous et des risques qu'on est capable de prendre, mais aussi un petit peu des opportunités et puis de la manière dont les choses se passent. Donc en tout cas, j'encourage tout le monde à développer son côté entrepreneur et puis à se lancer, et puis après ça marchera pas, ça fait partie ça fait partie du jeu. Parlons un peu de votre parcours d'entrepreneur. Comment est-ce que vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat? Alors pour moi, ça a été un hasard un peu, enfin c'était un hasard complet, c'est-à-dire que je me suis retrouvé, je me souviens très bien du moment où on a décidé de lancer quelque chose, où en tout cas la première étincelle est née. On était, je faisais ma thèse dans un laboratoire de PFL. Et puis le laboratoire n'a pas pu continuer à poursuivre son activité. Le professeur qui en était responsable est parti aux États-Unis. Il a pris une nouvelle place pour différentes raisons. Et puis je me souviens très bien de la séance où on était avec le doyen de la faculté en question, et puis qui nous a annoncé que le laboratoire allait fermer ses portes. Et qui nous expliquait comment chacun allait pouvoir terminer, on va dire, son activité, notamment pour ceux qui faisaient des thèses. Puis on s'est regardé avec un de mes collègues et puis on s'est dit, bah, c'est trop bête que l'expertise qui était créée au sein de ce groupe s'évanouisse dans la nature. Et c'était le point de départ de la création d'une activité avec enfin, on est passé par plein de phases différentes, des personnes qui nous ont rejoints, des personnes qui sont parties, une activité qui s'est développée, un premier gros client qui est arrivé pas complètement par hasard, mais à peu près, et puis une activité qui s'est très fortement développée, un peu enfin pas par hasard, mais je dirais qu'on est arrivé au bon moment avec le bon produit. On aurait pu arriver 2 ans plus tôt et se planter parce que personne n'en aurait voulu à ce moment-là. Et puis ça s'est développé de cette manière. Donc c'était un peu un hasard. Et puis maintenant je reviendrai pas du tout en arrière. Le projet dont vous avez parlé, c'était dans le cadre de l'EPFL, c'était un projet qui était également lié à la durabilité. Alors c'était le démarrage de Quantis en fait. Quantis a été c'est une spin-off de l'EPFL et puis est né sur les cendres, si on veut, d'un laboratoire qui a fermé ses portes. Et puis l'objectif de départ avait été de se dire, bah, il y a une expertise et c'est dommage que cette expertise s'évanouisse. Et donc on a regroupé un certain nombre de personnes de ce laboratoire là dans cette entité qui ensuite s'est développée de manière assez forte. Parce qu'on a parlé d'éclosion, là on parle de Quantis, on est d'accord? Et non, pardon, oui, tout à fait. Voilà, j'ai regardé le site internet, du coup j'ai compris que c'était, alors moi ma compréhension c'était plutôt du conseil environnemental. C'est du conseil, tout à fait. Et du coup donc là on vous avait dit
15 personnes la première année, et puis aujourd'hui, c'est 200 personnes. C'est bien ça, si je bien compris. On n'avait pas 15 personnes la première année, mais je pense que la vision de départ qu'on avait, c'était d'arriver à... Enfin, on aurait été content en arrivant à une entité de 15 personnes. Et puis en fait, ça s'est beaucoup plus développé que ça. D'accord, d'accord. Et donc là, la différence par rapport à Éclosion, on va dire, Quantis, c'est beaucoup plus global et Éclosion, c'est beaucoup plus précis, mais ça partage le même type d'expertise. Non, c'est des expertises qui sont différentes. La création d'Éclosion était vraiment dans le but de pouvoir faire éclore, d'où le nom, toute une série de projets dans le domaine de la durabilité. Que ce soit nous aider des gens à faire éclore ces projets-là ou les faire éclore nous-mêmes. Donc, on a vraiment orienté l'activité de l'entreprise comme du démarrage de nouvelles activités. Et c'est pour ça qu'on a été très intéressé par tout ce qui est hackathon, tout ce qui est living lab, etc., qui permettent de mettre des gens ensemble pour créer des nouveaux produits, des nouvelles activités. Et puis après, on a un peu élargi avec cette notion de vision parce que pour nous, c'est essentiel de pouvoir essayer de comprendre, ou en tout cas de se poser un certain nombre de questions, de savoir où on va pour savoir qu'est-ce qu'on crée, pour que ça fasse sens par rapport aux enjeux auxquels on va être confronté. Et puis l'autre élément clé par rapport à Éclosion, c'était effectivement de revenir à une échelle plus régionale, mais ça c'est des dimensions, on va dire, personnelles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi j'avais envie d'être plus présent au niveau régional et puis de travailler à la transition d'une région. L'activité en lançant Quantis, ça a été très, très rapidement de s'adresser à des grands groupes et d'avoir une vision qui est plus internationale. Je pense que là, simplement, il faut des acteurs différents qui travaillent à des échelles différentes pour que la transition puisse se passer. Quelle est votre vision pour Éclosion? On a parlé de la vision de Quantis. Quelle est la vision pour Éclosion? Alors pour moi, la vision, elle est double, hein. C'est d'avoir une équipe de 10-15 personnes au sein d'Éclosion qui travaillent justement sur cette création de nouveaux produits, cette création de nouvelles activités, les 3 axes dont Christelle a très bien parlé tout à l'heure. Mais aussi de pouvoir faire en sorte que certaines des activités qu'on a pu faire éclore puissent rester dans une sorte de groupe qui serait multi-activités. Parce que là aussi, je pense qu'un écosystème on va dire, de petites activités ensemble sont beaucoup plus fortes que chaque activité séparée. Donc c'est en même temps cette création, faire éclore ces nouvelles activités, et puis de pouvoir accueillir aussi certaines de ces activités qui vont ensuite s'autonomiser tout en restant dans un écosystème qu'on trouve assez intéressant à faire vivre. On va parler justement de design fiction, donc de récits dans le futur. Du coup, est-ce que vous avez très probablement un récit dans le futur à vous, qui est forcément lié à Éclosion? Quel est votre récit du futur pour Éclosion? Ou votre récit du futur tout court, en fait, finalement, à tous les deux? Je te laisse commencer. Donc il faudrait qu'on fasse, ça serait un exercice intéressant qu'on pourrait faire avec toute l'équipe au sein d'Éclosion, en effet. On fait travailler des gens sur ces récits du futur, mais peut-être que ça serait également intéressant de se mettre dans ce contexte-là pour imaginer ensemble. Je pense que pour moi aussi, au-delà de la finalité de ce qu'on veut proposer à l'extérieur, c'est vraiment d'avoir une équipe à l'interne qui fonctionne bien, gens qui puissent prendre leurs responsabilités aussi, être force de proposition. On a aussi une gouvernance qui est un petit peu particulière peut-être par rapport à d'autres entreprises où on laisse beaucoup la parole. On a plus une sorte de gouvernance transversale, horizontale, avec les gens qui collaborent au sein d'Éclosion, des gens qui sont de passage, ou des gens qui sont fixes. Donc moi, ma vision, c'est d'avoir de vraiment qu'on puisse aussi se projeter sur cette collaboration tous ensemble avec les gens qui font partie de l'entreprise. Et ça, j'aimerais bien, mais je pense qu'on est sur la bonne route, c'est d'avoir ce cercle vertueux
où finalement le lien entre notre vie personnelle et la vie professionnelle, voilà, ça fait partie, c'est un tout. La façon dont on aime vivre à titre personnel avec notre famille ou la manière dont on a envie de travailler, donc finalement que ça soit un cercle vertueux pour chacun d'entre nous. Merci. C'est très compliqué et par définition impossible de pouvoir savoir ou imaginer dans quel monde on vivra dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc ça, c'est un élément qui est, je dirais, et c'est pas tellement le but de pouvoir de faire juste ou de prévoir juste. Je pense que c'est plus l'exercice qui est intéressant à faire que ce qu'on va en faire ressortir. Et c'est plus l'état d'esprit dans lequel on se met, qui est de se dire qu'on se laisse la possibilité d'inventer on va dire n'importe quel futur ou de laisser tout ouvert, qu'on a envie de pouvoir, qu'on a envie de pouvoir inculquer, c'est-à-dire de ne pas penser que les choses ne sont pas possibles, de penser qu'on peut toujours faire mieux en termes de transition, qu'on peut toujours réinventer quelque chose de nouveau. Et c'est plus cette dynamique-là dans laquelle on a envie de s'inscrire. Merci. Ouais, ça permet de développer cet exercice-là. C'est vrai, hein, c'est pas nécessairement ce qui en ressort, hein, comment est-ce qu'on va se projeter, à quoi est-ce qu'on va ressembler en 2050 ou plus d'une manière plus long terme. Mais c'est cet exercice-là qui me paraît vraiment intéressant, et qui permet justement de développer un peu cette flexibilité mentale, la résilience et puis la capacité d'improvisation. Et ça, c'est vraiment pas toujours évident. Il faut pouvoir se projeter dedans, mais c'est un exercice qui est vraiment intéressant à faire. On parle justement de l'exercice. Donc, le climaton, on en a parlé. Bon, tout le monde sait, enfin pas tout le monde sait, c'est pas vrai. C'est-à-dire on commence plus ou moins maintenant à savoir ce que c'est un hackathon. Donc, on regroupe des gens, une cinquantaine de personnes, une centaine de personnes ensemble. Ils commencent le vendredi soir, ils pitchent une idée, ils forment des équipes. Et ils doivent, à la fin du week-end, donc dimanche après-midi, présenter leur idée qu'ils ont travaillé tout le week-end avec des gens qui ne se connaissaient pas devant des potentiels investisseurs. Donc ça, c'est ce que c'est un hackathon. Maintenant, comment est-ce que vous expliquerez ce qu'est un climaton? Ouais. Alors, un climaton, c'est déjà, en effet, c'est une expérience, c'est un exercice intellectuel hyper intéressant avec le but, justement, c'est de travailler sur des défis plus en lien avec le climat, avec la durabilité. C'est une expérience qu'on vit, puisque en effet, on en tire des enseignements parce qu'on met en place, ou on propose en tout cas une méthodologie, un accompagnement tout au long des 24 heures. C'est pas évident, hein, il y a des personnes qui n'ont pas jamais fait cet exercice-là, hein, d'imaginer le futur, de créer une nouvelle idée. Donc cet accompagnement nous semble essentiel. Donc quand on y participe, on en tire une expérience, voilà, qui peut être utile dans notre vie personnelle ou voire professionnelle. Mais également, c'est une expérience parce qu'il y a tout cet aspect facteur humain que vous l'avez indiqué. On ne connaît pas nécessairement les gens avec qui on va travailler, ou en tout cas échanger pendant les 24 heures. Et ça, c'est hyper intéressant dans le sens où on a durant ces 24 heures, les gens voient qu'il y a différents angles de vue, travaillent avec des gens avec des compétences différentes, avec des expériences différentes, et tout ça, ça permet aussi de maximiser les chances de trouver des solutions ou d'imaginer des futurs, d'être avec des gens qui ne voient pas nécessairement les mêmes choses que nous ou de la même manière dont on les voit. Donc c'est vraiment un environnement qui est favorable aux échanges. Et puis, comme je le disais, ça permet aussi d'acquérir tout un certain nombre de connaissances, et puis ça favorise évidemment l'agilité de chacun. Donc je pense que justement, faire vivre une expérience, c'est une de nos missions aussi, qui est tout aussi importante que de faire émerger des nouvelles idées. Ça c'est sûr.
Alors, vous avez parlé d'expérience pour les participants. Euh, on va dire, quels sont les éléments que vous avez pu relever, on va dire, les changements auprès des gens qui peut-être, hein, pour certains, c'est la première fois qu'ils participaient à un événement comme celui-ci. Moi, je pense globalement, on a un très bon taux de retour sur la participation. Donc, c'est un exercice que les gens apprécient et pas toujours évident, intellectuellement fatigant. Bon, il y a déjà le fait que ça dure 24 heures, mais je pense qu'en effet, d'aller à travers toutes les différentes étapes qu'on leur propose en termes d'accompagnement, intellectuellement, c'est quand même quelque chose qui est pas. Il faut se mettre dedans. Et les gens se mettent dedans assez facilement et se prennent au jeu. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant de voir. C'est de voir l'évolution des gens. Au début, on voit des gens qui sont, bah voilà, ils savent pas trop à quoi s'attendre, ils ont un petit peu peur, etc. Et donc cet accompagnement qu'on propose, cette facilitation qu'on propose pendant ces 24 heures, c'est un élément qui est déterminant et qui est très apprécié quand on fait nos questionnaires de satisfaction à la fin. Donc, on a des très bons témoignages par rapport à ça. Donc, cet exercice intellectuel. Alors, par rapport alors soit aux témoignages que vous recevez, soit par rapport à ce que vous percevez, quel est, d'après vous, le point de blocage principal ou quel est le moment clé, enfin dire évidemment il y en a plusieurs, mais quel est, si vous devez en citer qu'un seul, le moment clé qui crée justement ce changement d'équipe, qui se disent ah ouais quand même, waouh, une réaction similaire de la part des participants. Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle c'est vrai que le facteur humain est quand même relativement important dans ce type d'exercice. On le teste de visu quand ces événements peuvent être organisés en présentiel. Mais finalement, c'est la même chose lorsqu'on l'organise d'une manière digitale. C'est cet aspect de facteur humain où tout d'un coup, il peut y avoir des blocages, des incompréhensions, et c'est la raison pour laquelle on a aussi mis en place la possibilité d'avoir une sorte de coach ou différents outils pour aller au-delà des blocages humains. Donc, il y a toute une série d'exercices qu'on peut proposer aux équipes. Et puis en fait, tout d'un coup, à force d'avancer dans le projet, on commence à avoir des idées. Il y a toute cette partie brainstorming, mais après, il y a ces premières idées qui se développent. Il y a peut-être des aspects un peu facteurs humains qui se mélangent à tout ça, mais de pouvoir après réaliser quelque chose et de se dire, bah tiens, on a passé une étape de blocage. Alors voilà, après, il peut y avoir des blocages sur l'idée elle-même, hein. Sur des façons différentes de voir les choses, d'imaginer l'opérationnalisation de l'idée, etc. Et ça, c'est aussi notre travail pendant les 24 heures, c'est d'aller les écouter, d'aller leur donner quelques pistes, hein, pas les réponses, mais de les challenger, et puis justement de leur proposer toute une série d'outils aussi, un peu plus techniques justement pour quand là, il peut y avoir tout d'un coup une pelote de laine qui est un petit peu étriquée, ça sera notre rôle aussi d'aller les aider à sortir le fil et puis à avancer sur leur idée. Et à un moment donné, évidemment, ça crée des liens, ça c'est sûr, entre les gens. Ça, on a aussi pas mal de témoignages dans ce sens-là, avec des idées qui perdurent aussi plus tard. Alors, vous avez parlé de blocage de facteurs humains. Vous pensez à quoi? Des conflits entre les gens ou des gens qui ne s'expriment pas? Ou quels sont ces facteurs humains dont vous parlez? Oui, il y a peut-être la compréhension aussi de la consigne, la compréhension du défi. Il y a des personnes qui vont se retrouver. Il y aura des personnes qui ont déjà peut-être travaillé sur la problématique. Peut-être c'en est peut-être même le métier. D'autres personnes qui n'ont jamais évoqué ou qui se sont dit bah tiens moi c'est une expérience qui m'intéresse. Je me sens sensibilisée par les aspects climatiques. J'aimerais tenter l'expérience, mais qui n'a pas du tout d'expertise sur la thématique. Donc il peut y avoir des niveaux de compréhension des enjeux très différents. Il peut y avoir aussi des aspects de personnalité.
On a tous des comportements différents, voilà, des manières d'interagir, des manières d'expliquer, des manières de. Il y aura peut-être des personnes qui vont avoir un sentiment peut-être plus leader dans l'équipe. Certaines personnes ne se trouveront pas, ne trouveront peut-être pas leur place. Donc voilà, ça peut créer au-delà de l'idée et puis de l'objectif de développer quelque chose au sein du climaton. Il y a tous ces sortes de blocages personnels qui peuvent intervenir. Donc ça, c'est hyper intéressant de voir ça. Maintenant, ce qu'on constate quand même à la fin, c'est que finalement, les individus qui sont directement impliqués dans ce type de création, ils sont aussi eux-mêmes promoteurs de ce qu'ils ont créé, de l'expérience qu'ils ont vécue et se sensibilisent aussi tout au long du processus. Si on devait, alors déjà une chose, c'est que, alors je sais pas si vous faites ça systématiquement ou parce que bon, il y a la différence, vous l'avez dit, entre hackathon et climaton, il y a l'aspect justement du climat, durabilité écologique qui est pris en compte dans le cadre du projet. Après, je sais pas si vous le faites systématiquement, la partie justement design fiction, est-ce que c'est un élément, on va dire, qui fait partie intégrante du climaton ou finalement ça dépend. Des fois, vous allez faire comme les hackathons où c'est plutôt développement d'un produit, d'une solution et pas forcément d'un scénario futuriste. Donc ça va dépendre des partenaires qu'on a pour les différents climatons. D'accord, donc c'est pas systématique. Alors, on aimerait rendre cet aspect-là plus systématique. Là, on va avoir le climaton de Lausanne les 12 et 13 février. C'est vrai que c'est un élément qu'on aurait bien, c'est un défi imaginé futur qu'on aurait bien voulu intégrer dans le climaton de Lausanne. Alors, voilà, on fait un appel à peut-être des organismes qui seraient intéressés de proposer ce type de défi. Pour l'instant, à Lausanne, on sera sur 2 défis orientés solutions, mais non pas imaginer futur, mais c'est quelque chose qu'on aimerait pouvoir systématiser dans tous les climatons. D'accord, donc vous avez vraiment plus la volonté de pousser cette partie design fiction. À chez Closure. On aimerait bien avoir un mix des 2 types de défis à chacun des climatons, tout à fait. D'accord. Non, si on devait, alors moi j'ai eu quelques insights du climaton forcément, donc j'ai vu comment ça se découpait. Si vous deviez découper en le climaton, parce que on peut croire, on peut croire que ce soit d'un climaton ou d'un hackathon, c'est un gros brainstorm d'un week-end, quoi. Mais évidemment, c'est pas ça, quoi. Donc est-ce que vous pourriez développer comment quelque part se découpe ou se fabrique un climaton, une expérience de climaton? On va dire vraiment pour le participant, on va dire. Oui. Alors après, il y a différentes choses. Donc il y a tout l'aspect mise en place du climaton. Donc notre travail, c'est d'aller identifier des partenaires potentiels, intéressés, de comprendre leurs enjeux, de définir un défi avec eux. Après, ce défi peut être très technique. Donc notre travail aussi, c'est de vulgariser l'enjeu ou le défi du partenaire pour qu'il soit compréhensible à tout à chacun qui aura envie de participer au climaton. Il y aura des personnes qui vont être très intéressées, vont commencer à faire des recherches, vont se mettre dans le bain avant les 24 heures. Puis d'autres personnes vont débarquer, puis vont se dire, moi j'ai envie de vivre l'expérience, mais en fait je sais même pas vraiment de quoi on parle. Donc il y aura déjà ce niveau de compréhension du défi qui va pas toujours être uniforme chez les personnes. Donc ça va être notre travail justement grâce à ce découpage. Donc nous, on découpe l'événement en soi des 24 heures en 5 phases de travail. Tout d'abord, si on part sur justement, donc il y a 2 types de défis comme on a dit. Il y a co-créer des nouvelles solutions, des nouvelles idées, ou imaginer des futurs. Si je prends la première, ça sera toute une première phase d'analyse du problème. Quel est le problème que l'équipe elle souhaite résoudre? C'est décomposer le problème en contexte. Quels sont les acteurs du défi? Quels sont les défis eux-mêmes? Quelles sont les solutions qui existent aujourd'hui? Après, il y aura la deuxième phase de génération de l'idée. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir finalement répondre de façon problématique aux défis du partenaire.
Ensuite, après, une troisième phase qui se réalise en général plutôt pendant la nuit, c'est finalement quel est le problème qu'on souhaite résoudre. C'est à quoi ressemblera notre idée une fois qu'elle aura été mise en place. Ça c'est toujours intéressant parce que ça nécessite d'être un petit peu imaginatif et créatif. Et puis on a ensuite une phase 4 qui est de tester l'idée. Et puis ensuite le pitch devant justement les membres du jury. Et ces 5 phases sont facilitées par les organisateurs. Et puis, à travers ces 24 heures-là, on va proposer différents coachs, différents experts plus terrain, des experts thématiques qui vont pouvoir amener du contenu et au-delà de l'aspect facilitation et accompagnement pour traverser ces 5 phases, il nous semble toujours assez intéressant et c'est toujours aussi très apprécié d'avoir ces experts terrain qui vont pouvoir amener quelque chose de plus concret et leur expérience professionnelle. Merci. Maintenant, comment est-ce que vous faites pour développer justement de toucher de plus en plus de gens? Est-ce que vous touchez plutôt des gens qui sont déjà une sensibilité par rapport au climat, ou est-ce que vous arrivez à développer dans d'autres populations? Comment est-ce que vous allez au-delà des gens qui connaissent déjà, on va dire, sont déjà sensibilisés par rapport à la problématique du climat? Ou est-ce que justement, ce sont les gens qui sont déjà concernés par le climat sont vos cibles les plus intéressantes? Non, alors oui, alors évidemment, il y a quand même l'envie pour les gens qui participent au climaton, il y a plusieurs aspects. Hein. Soit ils sont très intéressés par la thématique parce que peut-être ils travaillent, ils ont envie de développer, ils ont peut-être déjà des idées préexistantes qu'ils auraient envie de co-créer ou de co-développer avec de nouvelles personnes. Je pense qu'il y a quand même une envie de participer à créer quelque chose de nouveau. L'aspect climat n'est pas nécessairement toujours l'objectif, mais c'est je pense, de vivre cette expérience-là, d'être accompagné et puis de sentir qu'on peut avoir quelque chose, une sorte d'impact quand même, et avec plusieurs personnes. Ça, je pense que c'est des personnes c'est peut-être un petit peu leur objectif de participer au climaton. Après, de notre côté, c'est vraiment important d'avoir un spectre de différents types de participants. Ça peut être des professionnels, ça peut être des entrepreneurs, ça peut être aussi des étudiants. Ça peut être, on a eu également des personnes en recherche d'emploi qui ont envie de participer à quelque chose de très concret, de travailler pendant un exercice très spécifique, et pourquoi pas peut-être continuer ou reprendre l'idée plus tard, seul ou à plusieurs, pour la développer après le climaton. Ça, c'est aussi une partie qui est très importante pour nous. C'est pas seulement, on n'est pas organisateur d'événements, ça fait partie du boulot parce qu'on propose ce type de plateforme et d'infrastructure pour créer des idées, mais c'est aussi l'accompagnement après. Après le climaton, qu'est-ce qu'il advient de tous ces embryons d'idées? Ça fait partie de notre travail aussi, c'est de coacher les personnes qui auraient envie de continuer des idées qui ont été intéressantes. Ah, donc, ce que j'entends, c'est que les gens qui viennent, ils sont forcément intéressés par le climat, mais ils ont des niveaux, on va dire, d'expertise qui sont différents. Donc, par exemple, vous avez cité la personne qui est à la recherche de nouvel emploi. Il n'est pas forcément un spécialiste ou un expert ou très fortement sensibilisé à la question du climat. Par contre, elle a une certaine sensibilité, et donc elle va venir participer sans être déjà justement, il lui permet d'être en contact avec des gens qui ont un niveau plus avancé qu'elle sur le niveau du climat, et qui va avoir justement, ça permet d'avoir cette diversité de public dans le cadre des climats. Oui, puis je pense que c'est aussi l'intérêt du partenaire d'avoir pas nécessairement des experts qui travaillent sur un de leurs enjeux. C'est d'avoir aussi des idées qui viennent de personnes qui n'ont pas la tête dans le guidon et qui pourraient amener des choses intéressantes. Tout à fait. Ce qu'il faut peut-être se rendre compte aussi, c'est que la thématique du climat, elle est tellement large qu'au final, elle va toucher beaucoup de monde.
et en essayant d'avoir des défis qui sont un peu différents. Par exemple, à Sion cette année, on aura un défi sur le thème de l'agriculture et puis du fait de reconnecter le citoyen au producteur. A un lien avec le climat, mais en fait, c'est un défi qui peut intéresser des gens qui sont simplement passionnés par l'agriculture, la cuisine, sans forcément avoir être impliqués sur les thématiques climatiques. Ou à Lausanne sur les rénovations de bâtiments qui peuvent intéresser les gens qui sont dans le domaine immobilier sans forcément qu'ils soient très militants au niveau du climat. Donc ça reste un thème qui est tellement large qu'on peut, et que c'est ce qu'on essaye de faire, de toucher des gens qui sont différents et qui vont arriver avec des propositions de solutions très différentes. Il y a des gens très, je dirais entre guillemets, dogmatiques qui viennent au climaton, qui sont des gens particulièrement engagés, qui ont une certaine vision de où est-ce qu'on doit aller. Et puis il y a des personnes qui vont arriver avec des visions complètement différentes. Et c'est aussi cet objectif-là, c'est de mélanger les possibles pour pouvoir créer des choses qui peuvent se réaliser. Complètement d'accord. Et là, ça va être ma dernière question. Comme je l'ai déjà dit, ce blog, pour l'instant, il vise plutôt un public de personnes qui veulent se lancer, qui veulent démarrer dans l'entrepreneuriat. Quel serait si vous devez donner un seul conseil à un entrepreneur qui veut se lancer ou qui vient de se lancer, quel serait ce conseil? Alors, je vais en donner deux. Ok, vous avez bon. Le premier, c'est simplement d'oser. Parce que je pense que c'est ce qui va limiter beaucoup de personnes. Donc, c'est juste oser et se lancer. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est de tout de suite et très vite être en contact avec les clients qu'on est susceptible d'avoir, et donc ne pas imaginer qu'on doit avoir notre produit prêt, finalisé, etc. Ce qui est déjà de toute façon beaucoup trop tard pour aller le présenter. Voilà. Ouais, moi j'ai aussi envie de dire que on a tous plein d'idées en tête qu'on a envie de mettre sur papier. Après on tente l'expérience, on met un contexte, on se dit voilà, qu'est-ce que je pourrais faire, etc. Et la phase du papier à la mise en œuvre, c'est quelque chose c'est quelque chose d'hyper intéressant, et c'est là qu'on commence à faire, et c'est oser à faire les choses. Et c'est là qu'on réalise en fait l'ampleur du travail, et c'est là qu'on commence à se dire tiens, il faut que j'aille voir cette personne, etc. Parce qu'on a toujours l'impression que nos idées sont les plus innovantes et qu'elles n'existent pas. Mais c'est d'oser faire les choses, et c'est là qu'on réalise. Après, ça fonctionne pas. J'ai aussi fait des choses qui n'ont pas fonctionné, mais grâce à ça, j'ai rencontré Yves, j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai pu me refaire mon réseau aussi. Donc, c'est des rencontres aussi. Oser faire les choses, c'est rencontrer des nouvelles personnes, avoir des nouvelles façons de voir. Ça, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci Christelle, merci Yves pour votre temps et puis pour cette interview. Merci à Midou.